voir ces derniers jours, mais je vais vous parler d'intelligence artificielle. Plus précisément, l'impact sur nos cerveaux et sur nos comportements. Pour ça, je vais parler des conséquences neurologiques, psychologiques, sociétales et éthiques. Nous vivons dans un monde où l'IA est devenue omniprésente, qu'on le veuille ou non, elle est là. On va prendre un exemple simple, votre smartphone. Vous l'avez probablement à côté de vous, comme toujours, quoi. En moyenne, on consulte nos téléphones une centaine de fois par jour, soit une fois toutes les 15 minutes. Il y a encore 20 ans, c'était qu'un téléphone, ça servait à passer des appels et au mieux, mettre un réveil, quoi. Aujourd'hui, il se contente plus de nous accompagner, il est devenu indispensable dans notre quotidien. Comme pour la gestion de l'emploi du temps, les mails, et c'est même lui qui fait que vous n'êtes pas perdu sur la route. Et ce, peu importe où vous êtes, partout sur Terre, quoi. Et oui, on peut le dire, ouais. Beaucoup de personnes y sont totalement accros. Il complète vos phrases, vous recommande quoi regarder, quoi écouter, et parfois il comprend même ce que vous voulez avant de le demander, quoi. Alors attention, spoiler, c'est pas de la magie, c'est de l'IA. Et ce que le début. Alors hop. Mais c'est pas juste une histoire de confort ou d'efficacité. Le petit écran là, il a une influence bien plus grande qu'on croit. Il fait pas que nous simplifier la vie, il commence déjà à changer nos habitudes et peut-être même nos cerveaux. Mais je vais pas vous spoiler tout de suite, on va voir ça ensemble. C'est fascinant et flippant aussi. Mais derrière cette évolution se pose une question importante. Ces technologies transforment-elles notre façon de penser et d'agir au point de redéfinir ce qu'est un être humain? C'est justement la réflexion qui guide ma thèse. Pendant ce long monologue, je vais partager avec vous 3 aspects de cette transformation. D'abord, comment la technologie a changé notre façon de penser et d'apprendre, le passé. Ensuite, comment l'IA reprogramme littéralement notre cerveau, le présent. Et enfin, cette évolution, comment elle va impacter notre façon d'apprendre et de travailler, le futur. Pour chaque aspect, je vous présenterai mes découvertes, mais aussi des solutions pour transformer ces défis en opportunités. Hop. Alors, d'abord, je vais vous parler de la méthodologie que j'ai prise. Elle s'est appuyée sur une méthode simple, mais rigoureuse, et qui exploite bien l'IA. Je pense que vous en doutez, vu que vous me connaissez. Donc, tel un vrai e-addict, je suis moi-même un cas clinique qui confirme la thèse. Je me suis donc mis dans la peau du scientifique et dans celle du patient. Je me suis appuyé sur une cinquantaine de livres et d'études scientifiques. J'ai également consulté plusieurs thèses de doctorat, j'ai fait des interviews avec des spécialistes, tous reconnus dans leur domaine, pour pouvoir justement enrichir la thèse avec de l'humain. Ces sources m'ont permis d'avoir différents points de vue, que ce soit du neuroscientifique, de l'expert de l'IA ou du sociologue. En plus de ça, j'ai vraiment torturé jusqu'au bout les capacités des IA, vraiment jusqu'au bout, quoi. Comme Claude, Perplexity, ChatGPT, Notebook et j'en passe. J'ai noté quelques-unes de leurs limites et les façons de bien leur parler. Si ça vous intéresse, on pourra en parler plus tard. Évidemment, j'ai utilisé l'IA la plus puissante, du moins pour l'instant, mon cerveau, que j'ai mis à l'épreuve. Quand je me suis lancé dans ce sujet de thèse, je m'en doutais pas, hein, mais je me suis dit, ça peut être cool. Mais en fait, c'est super bien documenté, quoi. Thierry me l'avait dit, mais c'est mieux quand on le voit, quoi. Ça m'a permis de m'appuyer sur des travaux fiables qui viennent de plusieurs pays, comme la Chine, l'Inde, les États-Unis. Hop, pardon, j'ai eu un petit bug. Mais il fallait que je fasse aussi beaucoup de tri pour être sûr que tout était correct et pertinent. Hop, dis-moi un petit bug. Ce que cette méthode montre, c'est qu'on ne peut pas tirer de bonnes conclusions sans analyser les informations. Et surtout, toujours vérifier ce que dit l'IA. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai rédigé un article de blog, si ça vous intéresse. Il parle justement du taux d'erreur des IA. Vous avez dû en entendre parler. Pour info, on est autour des 60%. Beaucoup de chercheurs s'intéressent encore à l'impact de l'IA sur notre futur. Il faut espérer que ça continue, quoi. Qu'il y ait une bonne symbiose entre progrès et vigilance. Donc, première partie, comment la technologie a changé nos modes de pensée et d'apprentissage. Alors, on va plonger un peu dans le passé, même un peu plus qu'un peu. Donc, on va imaginer la préhistoire avec ses grottes sombres, ses artistes des cavernes, ces dessins d'antilopes et de mains. C'était pas juste une déco murale à la mode. C'était notre toute première mémoire externe. Avant de commencer, avant de même de maîtriser le langage, nos ancêtres avaient compris une chose,
Si je grave, j'oublie pas. C'est une solution primitive mais brillante pour compenser les limites de leur mémoire. Hop. On avance encore un peu dans le temps, l'écriture débarque et là, c'est la révolution. Plus besoin de se souvenir par cœur des 1000 histoires racontées au coin du feu, tout tient sur un morceau de papier. C'est pratique, oui, mais certains s'en méfient déjà. Platon lui-même craignait que l'écriture ne ramollisse nos cerveaux. Ça vous rappelle quelque chose, ce genre de crainte qui accompagne chaque nouvelle innovation, surtout en ce moment avec l'IA? Puis au XVe siècle, l'imprimerie multiplie les choses. Du coup, la connaissance n'est plus réservée à une petite élite, on imprime les livres par milliers. Et bien sûr, il y a encore des sceptiques qui se disent: «Mais si tout est écrit, qui va prendre la peine de réfléchir?» C'est là qu'on commence à déléguer une bonne partie de notre mémoire. C'est un phénomène qui va continuer de s'amplifier avec le temps, et puis d'un coup, tout s'accélère. Radio, télévision, téléphone, ordinateur. Chaque technologie élargit nos horizons, mais modifie aussi notre façon de penser. On va prendre la télé, c'est une super fenêtre sur le monde, mais ça favorise aussi une consommation passive des informations. Avec l'Internet, cette tendance, elle explose, hein. On mémorise plus rien, tout est accessible d'un clic. J'ai vu une enquête récente de l'INSEE qui montre que 34% des utilisateurs d'écran se sentent affectés par ces effets négatifs dans leur vie de tous les jours. Principalement une perte de concentration et de mémoire. Et je pense que je fais partie des 34%. Et quand la connexion coupe, c'est la panique. On l'a vu il y a quelques mois, quand ChatGPT et ses cousins ont eu une panne au même moment, on ne savait plus trop quoi faire, quoi. Ou plus généralement, quand il y a une panne d'électricité. J'en ai eu une la semaine dernière. Clairement, je savais pas quoi faire. Heureusement qu'il y avait l'iPhone qui avait encore de la batterie, quoi. D'ailleurs, qui se souvient encore des plus de 3 numéros de téléphone par cœur? Ou de l'adresse de tous vos proches? Pas moi, en tout cas. Et pourtant, je suis né avant internet, hein. Donc je vous laisse imaginer ce que ça va donner avec la génération qui arrive. Sauf qu'aujourd'hui, on va encore plus loin. Avec l'IA, on se contente plus de déléguer des tâches comme, mémoriser ou chercher une info. On commence aussi à déléguer nos décisions. Des algorithmes qui nous disent quoi acheter, quoi regarder, quoi penser et qu'est-ce qui serait le mieux pour nous. Là où l'écriture et la télé se contentaient de transmettre du savoir, l'IA s'applique davantage. Elle devine ce dont on a besoin, elle influence nos décisions, elle pourrait même changer notre façon de penser. Depuis les grottes jusqu'à l'IA, chacune des technologies a repoussé les limites de notre cerveau. Et ça a fait ce que nous sommes. Mais en échange, elle nous a aussi rendus plus dépendants. Dans la vie, chaque avantage a un prix. Tout ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Du coup, aujourd'hui, la vraie question, c'est pas seulement de savoir si la technologie nous aide, c'est de savoir si on est encore les maîtres du jeu. Et justement, c'est ce qu'on va explorer dans la partie suivante. Attention, désolé pour vos yeux dès le matin. On va voir comment la technologie a changé notre façon de penser, du moins dans le passé. Enfin, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, on va aller plus loin, mais dans le présent. On va voir comment l'IA fait bien plus que nous assister, elle reprogramme littéralement notre cerveau. Quand vous utilisez régulièrement des outils d'IA comme Netflix ou des chatbots, votre cerveau va changer. C'est un fait prouvé par la science, hein, c'est pas juste une façon de parler. Des chercheurs de Montréal ont découvert que ces interactions avec l'IA modifient petit à petit les connexions dans notre cerveau. Pas de panique, ces changements ne se font pas du jour au lendemain et ne touchent pas du tout, ne touchent pas tout le monde de la même façon. En fait, c'est un peu comme un muscle. Plus vous l'utilisez d'une certaine manière, plus il s'adapte. Le cerveau, il fait pareil. Il s'habitue progressivement à ces nouvelles façons d'utiliser la technologie. Ça renforce certaines connexions neuronales, mais ça en modifie d'autres. Pour faire simple, les connexions neuronales, c'est un peu comme un réseau de petits fils électriques qui relient les cellules de notre cerveau entre elles. Notre cerveau, il est élastique, on appelle ça la neuroplasticité. En gros, il se reconfigure en permanence tout au long de notre vie, et différemment selon ce qu'on veut lui faire travailler. Avec l'IA, ce processus est poussé mais à l'extrême. On va prendre un exemple concret, les algorithmes de recommandation. Ils ne nous montrent pas seulement ce qu'on demande, mais aussi ce qu'ils prédisent comme susceptible de nous intéresser. Ils se basent sur nos comportements en ligne et sur nos datas. Ces algorithmes contrôlent une grande partie de ce qu'on voit sur Internet. Quand on surfe en ligne, on pense faire nos choix. Mais en fait, c'est souvent ces algorithmes qui choisissent, quoi. Du moins, ce qui, selon eux, va nous intéresser.
C'est un peu comme avoir un guide qui nous orienterait vers certains contenus plutôt que d'autres, sans même nous demander notre avis. OK, on conserve une certaine liberté de choix, mais ces systèmes, ça crée des bulles de filtre. On voit principalement ce qui nous ressemble, ce qui, au final, limite notre capacité à découvrir d'autres alternatives par nous-mêmes. Donc on cherche pas plus loin que ce qu'on nous montre, quoi. Hop, parfait, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, la dopamine entre en jeu. Vous avez dû en entendre parler, cette molécule qu'on appelle, l'hormone du plaisir. Elle est libérée à chaque notification et à chaque recommandation qui tombe pile poil. Et ChatGPT, par exemple, il ne manque pas d'occasion pour nous donner ce genre de bonnes réponses. Même si on affirme quelque chose de totalement faux ou que l'IA que le fait, pardon, tout sera fait pour aller dans votre sens et pour vous faire plaisir. Je pense que vous l'avez dû le voir. Et ça, par contre, le cerveau, il adore. C'est comme une petite récompense. Lorsqu'on donne une sucrerie à un chien ou à un enfant, automatiquement, il va nous faire un peu plus confiance. Et après tout, ceux qui créent les IA, ça reste des entreprises. Le but dans l'entreprise, c'est gagner de l'argent. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. D'après les dernières recherches en neurobiologie, ces micro-récompenses, ça trace des chemins préférentiels dans le cerveau. C'est-à-dire un peu comme une rivière qui creuse son lit, quoi. Le problème, c'est que ça crée une forme d'addiction. C'est comme une machine à sous. L'IA nous donne des micro-doses de plaisir dans le but qu'on reste connecté, quoi. D'ailleurs, une étude de décembre dernier a montré que notre cerveau fonctionne comme s'il était face à une addiction classique. Ils ont mis des scanners cérébraux un peu partout sur les gens là, et ça a révélé la même activation des zones de récompense. Mais il y a pas que la dopamine qui est en jeu. Il y a aussi la sérotonine, l'hormone du bonheur, qui se retrouve aussi perturbée. Résultat, plus de stress, moins de stabilité émotionnelle. Les chercheurs ont observé que les personnes qui passent plus de 4 heures en interaction avec des systèmes d'IA présentent des niveaux de sérotonine plus bas. Excusez-moi, ça donne soif de parler comme ça. Et puis il y a l'ocytocine, l'hormone de la confiance. Quand on passe notre temps à parler avec des chatbots ou des assistants vocaux, tout simplement des IA quoi, ça change la façon dont on voit et dont on crée les liens avec les autres humains. On développe une forme de connexion artificielle au détriment des vraies relations. Du coup, on a la flemme de parler avec des vrais humains quoi, et on l'évite comme on peut. C'est pour ça que les jeunes, ils ont de plus en plus de mal à aller voir leurs grands-parents, comme: «Ouais, ça fait chier d'aller chez les vieux». Mais bon, c'est justement visible chez les jeunes, quoi, qui eux grandissent avec ces technologies. Et il y a aussi le cortisol, l'hormone du stress, qui est également impactée. Être constamment bombardé d'informations, ça fait monter notre niveau de stress. Et à force, notre cerveau s'épuise. C'est bien, ça fait du boulot pour les psychologues, mais ça fait pas que ça, quoi. C'est comme si notre cerveau tournait en permanence en plein régime, sans faire de pause. Au début, la technologie était censée nous libérer. Aujourd'hui, on la laisse décider à notre place. Qu'est-ce qu'on regarde, quoi lire, quel chemin on prend, tout ça, c'est quasiment plus nous qui choisissons. Les algorithmes s'en occupent. Et le plus inquiétant, c'est qu'on s'en rend même pas compte. Un exemple, les GPS, à l'époque, on apprenait naturellement à se repérer dans les rues, à connaître nos villes, ou même les villes voisines. Aujourd'hui, on se contente de suivre les indications sans même réfléchir. La recherche montre que justement, à force d'utiliser notre GPS, ça affaiblit une partie importante de notre cerveau, l'hippocampe. C'est cette zone qui nous aide à nous orienter et à mémoriser les lieux. Mais bon, attention, je suis pas en train de dire que tout est noir non plus, hein. On n'est pas totalement foutu. L'IA, quand on sait l'utiliser, ça peut nous aider vraiment à être plus créatifs, plus productifs. D'autres études d'ailleurs ont prouvé que l'IA peut aussi avoir des effets positifs sur le cerveau. Elle nous montre, elle nous aide à mieux apprendre les langues étrangères, à résoudre les problèmes, plus difficiles, plus facilement. La clé dans tout ça, c'est l'équilibre. Avec ces outils d'IA, heu, il faut savoir les utiliser en fait de manière réfléchie, sans devenir dépendant. Il faut penser à l'IA comme un outil qui nous aide, un peu comme le stagiaire, quoi. Elle doit se contenter de elle se doit d'améliorer ce qu'on sait déjà faire, mais pas tout faire à notre place. Ce qui est clair, c'est que l'IA influence sur notre cerveau,
Et ça date pas d'aujourd'hui. Elle modifie déjà notre façon d'apprendre et de travailler. Les neuroscientifiques ont découvert que notre cerveau change plus rapidement, du moins par rapport à n'importe quel autre moment de notre histoire. On va en voir l'impact dans la partie suivante. Attention aux yeux. Alors, on vient de voir comment l'IA reprogramme notre cerveau. Maintenant, on va plonger un peu plus dans l'avenir et dans le monde professionnel. Comment cette technologie va-t-elle changer la façon dont nous apprenons et travaillons? Et est-ce qu'on va utiliser l'IA pour renforcer nos compétences? Ou est-ce qu'elle va finir par tout faire à notre place, quoi, au point de perdre ce qui nous rend unique? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces changements, c'est pas de la science-fiction, ils sont déjà là. Et si on ne fait pas attention, on pourrait redéfinir notre rapport au savoir et à l'effort, voire même à nous-mêmes. D'abord, parlons d'éducation. L'idée d'un parcours scolaire unique pour tous, comme on le connaît, est sur le point de disparaître. Avec l'IA, chaque élève peut avoir un apprentissage personnalisé. On va prendre un exemple concret. Imaginez un prof qui connaît parfaitement votre force, enfin toutes vos forces et toutes vos faiblesses et ceux de tous vos élèves. Ce prof, c'est une IA, tout simplement. Elle analyse vos progrès en temps réel, elle ajuste les exercices et vous donne les leçons les mieux adaptées pour vous. Ça existe déjà, hein, il y a des plateformes comme Khan Academy ou Duolingo qui font ça tous les jours. Mais attention, tout n'est pas rose. Quand l'IA fait le travail de réflexion, qu'est-ce qui reste pour l'élève? Pas grand-chose. Et c'est là qu'il y a un vrai danger. On parle de passivité cognitive. Ah, désolé pour tous ces mots compliqués. C'est simple, quand on ne fait plus l'effort d'apprendre par nous-mêmes, notre cerveau devient paresseux. Déjà que de base il l'est, moins il fait d'efforts, mieux c'est pour lui. Comme je disais plus tôt, c'est un muscle. Si on ne l'utilise pas, il s'affaiblit. En laissant l'IA tout faire, faire tout le boulot à notre place, on risque de perdre une capacité très importante, celle de penser par nous-mêmes et de vérifier si les informations qu'on nous donne sont vraies ou fausses. Un autre risque, c'est la dépendance. Imaginez une génération qui ne sait plus apprendre sans ces outils. Enfin, pour vous, pas trop besoin d'imaginer, hein, je pense que vous le voyez tous les jours. Et parfois même avec les outils, bon, ça galère. Que se passera-t-il le jour où l'IA sera plus là? C'est un peu comme essayer de lire une carte, mais après avoir utilisé un GPS toute sa vie. C'est pas évident. Pour nous, ça semble bête, mais les jeunes, ils savent pas justement qu'ils ne savent pas. Le monde du travail, lui aussi, est en pleine mutation. Les tâches répétitives qui sont de plus en plus confiées à des machines, on les voit tous les jours, quoi. Honnêtement, c'est plutôt une bonne chose, hein. Qui aime passer des heures à remplir des tableurs ou à trier des données? Personne. Enfin, du moins, pas à ma connaissance. Peut-être certains tarés. Mais là encore, il y a un équilibre à trouver. Il y a l'automatisation, effectivement, on le dit souvent. L'IA peut libérer du temps pour des tâches plus créatives ou stratégiques, mais elle peut aussi remplacer des métiers. Aujourd'hui, les IA font déjà beaucoup de choses à notre place. Elles discutent avec les clients, elles lisent, écrivent, synthétisent des documents, répondent à nos mails, organisent nos emplois du temps. Elles le font généralement beaucoup mieux que nous. Et parlons des compétences qui font vraiment la différence. Il y a les compétences humaines, c'est ce truc que l'IA ne pourra pas copier, enfin, du moins, pour l'instant. C'est ce qui nous rend humains. Les qualités essentielles comme l'empathie, la créativité et notre capacité à comprendre les autres. C'est aussi notre talent naturel pour créer de vraies relations avec les gens qui nous entourent. C'est ça qui va devenir de plus en plus important. Les entreprises, elles vont pas chercher des robots qui suivent juste des instructions. L'IA le fera pour eux. Mais ils vont chercher des gens qui réfléchissent par eux-mêmes. Et aussi, il faut pas se mentir, on va devoir se former tout le temps, et de plus en plus. Ce que vous apprenez aujourd'hui, il y a des chances que ça soit dépassé. Le monde tourne de plus en plus vite. Mais là encore, l'IA peut nous aider. Imaginez des formations qui s'adaptent à vous, à vos besoins, et à l'instant où vous en avez besoin. Ça peut faire une vraie différence. Mais ça risque aussi de creuser un fossé assez important entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui ne le font pas. D'ailleurs, vous connaissez le dicton, l'IA ne vous remplacera pas, blablabla. Bla bla bla. Alors, pour en revenir sur l'impact de l'IA sur l'éducation et le travail, il faut savoir qu'il y a aussi les biais cognitifs humains qui sont en jeu. Et ils ne disparaissent pas avec l'humain. Au contraire, ils sont amplifiés. Les IA empruntent de nos données, et nos données elles sont pleines de préjugés. Résultat, ça donne des IA qui reproduisent et renforcent des inégalités. En 2018, une IA développée par Amazon pour trier les CV
elle a dû être abandonnée. Ils se sont rendus compte en fait qu'ils discréditaient automatiquement les candidatures féminines. Tout simplement parce que l'algorithme avait été formé avec des données où les hommes étaient majoritairement recrutés. Ce biais a été absorbé par l'IA et aggravé. Ce n'est pas intentionnel, hein, mais les résultats étaient là. D'autres exemples, il y en a plein et tous les types de biais cognitifs sont concernés, quoi. Le biais d'ancrage, de cadrage, d'omission, etc. Mais j'ai pas trop le temps de déballer là-dessus. Donc tout ça pour dire que l'IA n'est ni magique ni parfaite. C'est un miroir de nous-mêmes, mais un miroir déformé. Ces biais ne sont pas faits, c'est pas seulement des bugs techniques, ce sont des reflets de nos choix ou des oublis humains. Et si on les surveille pas, ils risquent de se transformer en de problèmes bien réels. Il faut juste être vigilant, quoi. Former des experts capables de détecter ces biais, créer des audits réguliers pour les algorithmes, et surtout construire des IA qui ne se contentent pas de reproduire nos erreurs, mais surtout de les corriger. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, avec tous ces changements, il faut repenser notre rôle dans un monde où l'IA est partout. Dans l'éducation, par exemple, il s'agit pas seulement d'adopter ces outils numériques, il s'agit de réinventer ce qu'on apprend et pourquoi on l'apprend. Parce que si l'IA peut automatiser une grande partie des tâches intellectuelles, à quoi ça sert encore d'apprendre par cœur ou des faits ou des chiffres? Ce qui devient central, c'est de comprendre comment utiliser ces outils, comment les questionner et surtout comment aller au-delà de ce qu'ils proposent. C'est pareil dans le monde du travail. On parle souvent de jobs qui disparaissent, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il va y avoir aussi des nouveaux métiers qui voient le jour. Chaque nouvelle révolution, c'était ça, quoi. Qui a imaginé il y aura 10 ans qu'on aura besoin de formateurs d'algorithmes ou d'éthiciens de l'IA, même si je sais que l'éthique de l'IA, ça plaît pas trop à quelqu'un ici. Ces rôles, ils existent parce qu'on a compris une chose simple. Pour travailler avec des machines intelligentes, il faut aussi des humains plus intelligents. Pas forcément dans le sens savoir plus de choses, parce qu'on a déjà perdu, mais dans le sens penser différemment, relier les idées, voir ce que les machines justement ne peuvent pas voir. Et c'est peut-être le plus grand des défis. Faire en sorte que l'IA ne fasse pas des versions appauvries de nous-mêmes, mais qu'elle nous oblige au contraire à devenir meilleurs. Dans l'éducation, ça voudrait dire apprendre à apprendre, développer des compétences comme la pensée critique ou la collaboration. Dans le travail, ça veut dire accepter de se réinventer tout au long de sa vie, pas rester sur des acquis, quoi. Parce qu'au final, on est tous dans un processus de formation continue, qu'on le veuille ou non. En gros, ce que je veux dire, c'est que l'avenir, c'est pas l'IA contre l'humain, c'est l'IA avec l'humain. Mais pour que ça marche, il faut qu'on soit prêt à jouer notre rôle et à réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Et aussi à construire un monde où l'intelligence nous pousse à devenir encore plus humains. Bon, on arrive au bout de ce petit voyage dans le cerveau, du moins pour aujourd'hui. Je pense qu'on a vu pas mal de choses, mais même si le sujet est tellement vaste qu'on pourrait en parler pendant des jours, et je préfère aller faire une sieste pour ça. On va faire un petit récap. On est retourné dans le passé, entre nos ancêtres qui dessinaient dans des grottes, jusqu'à l'écriture en passant par la télé, enfin Internet. Chaque avancée était une révolution qui a changé nos habitudes, mais aussi une nouvelle dépendance. Rien n'est gratuit. Mais après tout, comme l'a démontré Darwin, c'est le but de toute vie d'évoluer et de s'adapter pour pas disparaître. Ensuite, on a plongé dans nos cerveaux et là, on a vu comment l'IA joue un rôle unique. C'est pas juste un outil comme les autres, c'est une technologie qui pense avec nous et parfois même à notre place, entre dopamine, sérotonine et ocytocine. Et bien sûr, ça se limite pas qu'à ces trois-là, mais on n'est pas parti sur la neuroscience non plus, quoi. L'IA joue un rôle, l'IA joue avec notre cerveau d'une façon très simple. Elle crée des habitudes dont on se rend même pas compte. Elle nous pousse à faire certains choix plutôt que d'autres, change notre façon d'agir et même notre vision de ce qui est important ou vrai. Et enfin, on s'est projeté dans l'avenir. L'IA nous promet de belles choses, elle peut adapter l'apprentissage à chacun, nous aider à être plus créatifs, et nous faire gagner du temps au travail, et voire même de créer de nouveaux emplois. Et évidemment, il y a des risques, hein. On pourrait devenir trop dépendant, arrêter de réfléchir par nous-mêmes, des métiers risquent de disparaître, mais bon, c'est une question de balance, quoi. Et le plus inquiétant, c'est qu'un jour, l'IA pourrait devenir plus intelligente que nous et dans tous les domaines. Si, spoiler, c'est l'AGI, quoi. Alors que représente vraiment l'IA pour nous? C'est à la fois un outil qui peut nous rendre dépendants, comme une drogue, mais aussi un outil qui peut nous rendre plus libres et encore meilleurs. C'est cette double nature justement qui la rend si particulière.
Vous verrez dans la thèse, vous avez dû le voir, j'ai imaginé 2 visions du futur d'ici 2050. Dans la première, plutôt utopique, l'IA devient notre meilleur, allié. Elle nous aide à nous concentrer, sur ce qui compte vraiment, la créativité, l'empathie, la réflexion critique et cetera. Elle mettrait fin à toute guerre, soignerait notre planète et l'humanité. On pourrait même partir dans une odyssée de l'espace. En 2001, on est un peu à la bourre, mais ça peut se faire. On resterait les maîtres du jeu, tout en gardant un œil critique sur ce qu'elle propose. Dans la seconde vision, plutôt dystopique, on deviendrait totalement dépendant, on lui déléguerait tout, nos choix, nos décisions, nos vies, et on deviendrait esclave de notre propre création. On pourrait se retrouver à être tous bêtes, un peu comme dans le film Idiocratie, ou sinon elle nous détruirait tout simplement. Parce qu'elle n'a pas besoin de quelque chose de moins intelligent qu'elle. Mais heureusement, l'avenir n'est pas écrit, on a toujours le choix. Et pour éviter cette dystopie, j'ai quelques recommandations. D'abord, il faudrait bien éduquer toutes les générations à bien utiliser l'IA. Tout passe par la formation. Ensuite, il faut se rendre compte que l'IA n'est pas un outil comme les autres. C'est un système puissant qu'il faut vraiment chercher à comprendre. Il ne faut pas oublier justement de développer les compétences humaines pour qu'elles restent irremplaçables. Et surtout, on doit mettre en place des règles claires et éthiques pour que l'IA soit utilisée de manière responsable, sans risque de manipulation ou d'abus. Toujours avoir un garde-fou au cas où. Au final, c'est un peu comme le feu. L'IA, elle peut éclairer notre chemin et nous réchauffer, ou nous brûler et tout détruire. C'est à nous de décider, c'est à nous de voir ce que nous en ferons. L'avenir est entre nos mains. Merci pour votre attention. J'espère que vous êtes toujours réveillés. Et si ça vous intéresse, j'ai créé un site où il y a plusieurs éléments justement liés à la thèse. Il y a des avatars, un podcast, plein d'infos qui viennent compléter la thèse et que je mettrai à jour justement avec toutes les nouveautés à venir.